les fractures dans la société israélienne ont joué un rôle non négligeable dans l'échec du 7 octobre. C'est évident. Si on ne propose rien d'autre pour travailler et faire évoluer et élaborer les différences qui nous départagent les uns les autres, je trouve que le gouvernement a largement sa part dans ce qui se passe. Israël est la reine des élections anticipées, c'est souvent à tort. Mais après un événement comme le 7 octobre, pour le coup, il est plus que justifié, pas d'aller en élection maintenant parce que je trouverais ça dramatique, alors qu'on a quand même encore énormément de soldats au front, mais en tout cas de fixer une date. Oui. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. La première information que je voudrais que nous détaillions ensemble, elle se rapporte à ce qui se passe depuis quelques jours, on va dire, dans les manifestations. On a vu ces manifestations samedi soir, on a vu les manifestations à Jérusalem dimanche et même hier soir, avec moins d'intensité tout de même. Mais ce que l'on comprend, c'est que le mouvement en faveur de la libération des otages a fusionné avec le mouvement anti-gouvernemental, ce que l'on appelle les kaplanistes, ceux qui manifestent depuis plusieurs semaines sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv et qui réclament envers et contre tout une démission de Benyamin Netanyahou et une démission du gouvernement. Est-ce que vous pensez que cette alliance risque de porter préjudice, on va dire, au mouvement en faveur de la libération des otages, aux familles des otages elles-mêmes ? Oui, alors précisons qu'il ne s'agit pas de toutes les familles. Certaines familles d'otages ont très à cœur de dire que elles, ça ne les concerne pas. Et d'ailleurs, samedi soir, on a vu qu'en réalité, leur rassemblement s'est divisé en deux et que la partie non politisée, si l'on veut, a demandé à ce qu'on aille manifester ailleurs. D'accord ? Donc, il y a un split au sein des familles. Ce qui est important, en fait, de revenir en arrière, c'est que vous vous souvenez, Daniel, qu'on avait beaucoup parlé du fait que leur directeur de stratégie, Ronen Tsour, avait démissionné de ses fonctions il y a maintenant presque 2 mois, en comprenant qu'il portait peut-être préjudice, puisque lui, effectivement, était sérieusement impliqué avec le mouvement Kaplan l'année dernière. Et donc, il était accusé de politiser l'ensemble du combat des familles. Et donc, à ce sens-là, un autre directeur est venu et lui, il avait proposé une ligne beaucoup plus effectivement fédératrice, et c'est à cela qu'on a eu notamment la campagne qui consistait à la prière du Shema Israël à côté du Kotel. Voilà, c'était vraiment l'idée de parler un langage plus consensuel à l'ensemble du public et surtout d'éviter le fait d'être coloré comme ça par des couleurs principalement de gauche, et pour avoir un appel plus général. Or, lui aussi a démissionné parce qu'une partie des familles n'acceptait pas cette nouvelle ligne qu'il a proposée, et aujourd'hui, il n'y a plus de directeur de communication. D'accord ? Donc, et en fait, c'est ça qu'on perçoit. C'est que pour l'instant, c'est devenu un petit peu chacun pour soi au sein des familles et qu'elles font toutes plus ou moins ce qu'elles entendent. Il y a des votes intérieurs, mais on comprend bien qu'il y a une grande différence d'opinion au sein des familles. J'ai pu entendre des témoignages, notamment d'une maman d'otage qui a dit, voilà, ça fait 6 mois que le mouvement Kaplan m'appelle, qu'ils me proposent de manifester, et ça fait 6 mois que je leur dis non, ce n'est pas mon combat, ce n'est pas un combat politique, et maintenant ça y est, j'ai atteint ma limite, et pour moi, il faut faire du bruit, quels que soient finalement les mouvements qui souhaitent se joindre à nous, l'essentiel étant de mettre de la pression sur le gouvernement, en sachant que, par exemple, l'administration Blinken, le secrétaire d'État Blinken et l'administration américaine ont encouragé les familles en ce sens, en leur disant continuez à faire du bruit, faites du bruit politique au sein de votre propre pays pour faire pression sur votre gouvernement. Et puis en sachant aussi, Daniel, que pour la première fois depuis peut-être le début de la guerre, une partie non négligeable des ministres du Likoud lui-même se sont dit favorables à un accord d'otages assez généreux, avec des guillemets de la part d'Israël, et ce pour la raison, je pense, ce qui a peut-être été le facteur déterminant, et je pense que vous et moi et tout le monde l'avons peut-être ressenti aussi, ça a été le témoignage d'Amit Sousna la semaine dernière, donc ex-otage, qui a révélé les abus et les agressions sexuelles dont elle a été victime. Et si vous voulez, tout le monde savait que les otages, certainement les femmes, mais pas que, étaient en danger d'être abusés sexuellement, mais là, le fait de l'entendre, de le lire noir sur blanc, je pense que ça a été comme un électrochoc pour beaucoup de gens. Et aujourd'hui, certains ministres du Likoud disent, il faut faire libérer certainement les femmes et les malades le plus vite possible. Et donc, peut-être que les familles, aujourd'hui, ont vraiment ce sentiment que ça y est, il faut qu'elles poussent le plus possible, qu'elles fassent le plus de bruit.
Et puis, il y a un dernier élément, Daniel, je sais pas, c'est peut-être personnel à moi, mais j'imagine que beaucoup ressentent la même chose, c'est qu'en fait, on est à 3 semaines de Pessah, de la fête de Pessah, la fête de la liberté. de la libération, la sortie de l'esclavage, et je pense que ça a une résonance symbolique très forte en Israël, et il va être très difficile de fêter la fête de Pessah avec les otages toujours à Gaza. Donc vraiment ce sentiment peut-être que on arrive à un point de climax, si vous voulez, et avec un besoin de plus en plus accentué d'avoir un accord d'otages, de libération d'otages maintenant. À votre avis, cette nouvelle stratégie ou cette absence de stratégie, elle profite au Hamas finalement, elle profite à Yahya Sinwar, elle le renforce dans ses convictions de dire bien, pour l'instant, les manifestants de Kaplan font le travail pour moi, j'ai pas besoin de faire de gestes en avant, il n'y a aucune pression qui semble s'imposer actuellement sur Yahya Sinwar dans son tunnel. Oui, alors là aussi, je diviserai ma réponse en deux, c'est-à-dire que c'est pas vrai de dire qu'il n'y a aucune pression, dans le sens où l'opération militaire à l'hôpital de Shifa, ça c'est une pression importante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Mais effectivement, moi depuis le début, j'ai pensé que la politisation du combat des familles lui portait du tort, donnait le sentiment qu'elle allier ses forces avec des mouvements peut-être de gauche ou d'extrême gauche qui de toute façon seront contre le gouvernement quoi qu'il fasse, qui de toute façon ont une vendetta contre Benjamin Netanyahou quoi qu'il fasse, effectivement, ça ne fait du bien à personne. Si vous voulez, je pense que le problème, et encore une fois, je vais peut-être me répéter un peu, mais le problème c'est que le gouvernement n'a pas su, à mon sens, mieux accompagner ces familles. C'est-à-dire que beaucoup d'entre elles disent qu'elles ont l'impression d'avoir été oubliées, qu'elles ne sont pas suffisamment écoutées, qu'elles sont déçues par l'écoute du Premier ministre, en particulier, je pense à une mère d'otage qui apparemment était likoudnik, voté Likoud toute sa vie et qu'aujourd'hui se sent vraiment déçue de Benjamin Netanyahou après l'avoir rencontré plusieurs fois en tant que mère d'otage. Donc le sentiment aussi peut-être que le gouvernement aurait pu éviter tout ça et que maintenant cette espèce de montée au créneau de la part des ministres, je pense à Amichai Shikli, mais il n'est pas le seul, à accuser les mouvements de gauche, etc. Si vous voulez, ça peint tout ça d'une politisation qui est totalement inutile parce que quel que soit le bulletin de vote qu'on glisse dans l'urne, je pense qu'il y a un consensus total en Israël sur le fait qu'on veut tous voir revenir les otages, d'accord? Donc maintenant, le fait d'en faire une affaire politique, c'est tout à fait dommage, mais je pense qu'on peut tout autant faire porter la responsabilité au gouvernement lui-même, qui n'a pas su correctement accompagner les familles. Et encore une fois, on est tous d'accord que la pression et la campagne, elle doit en particulier s'exercer à l'étranger, davantage qu'en Israël. C'est-à-dire qu'il faudrait faire pression sur le Qatar, qui aime bien soigner son image. On parlera tout à l'heure d'Al Jazeera, j'imagine. Voilà, c'est ça. Face aux États-Unis, face à l'Égypte, voilà, faire campagne à l'étranger pour montrer le calvaire des otages, ça aurait été beaucoup plus efficace. Mais ça, pourquoi le gouvernement et les différents ministres qui ont des contacts à l'étranger n'ont pas su accompagner les familles? Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, quelque part, il est un peu trop tard. La confiance a été fracturée pour certains. Effectivement, ça fait du bien à personne. Mais si vous voulez, je pense que c'était peut-être presque inévitable au bout d'autant de temps, quoi. Alors justement, ces manifestations, la couleur donnée à ces manifestations de ces derniers jours, est-ce que finalement on n'a pas le sentiment un peu dans la société israélienne que on est revenu au 6 octobre, on est revenu au même état d'esprit qui régnait, avec ces divisions, ces clivages qui ont fracturé la société israélienne, et que finalement on ne tire pas vraiment les leçons de ce qui s'est passé le 7 octobre? Oui, bien sûr, mais si vous voulez... comment dire? Moi, je suis toujours un petit peu sceptique quand on a une tendance en Israël, et peut-être même au sein du peuple juif de manière générale, c'est, vous savez, à Tisha B'Av, on va parler de Sinat Rinam, la haine gratuite, et puis le lendemain, on recommence. D'accord? Oui. On a cette habitude d'être un petit peu toujours à 180 degrés d'un côté ou de l'autre. Oui. Soit on s'empoigne complètement, soit c'est l'union totale, etc. Mais oui, mais notre Tisha B'Av, il est récent. C'était il y a 6 mois le Tisha B'Av de l'État d'Israël. On est entièrement d'accord. Le 7 octobre, c'est un choc très violent et on a besoin que l'enquête officielle soit menée, mais on comprend très bien d'ores et déjà que les fractures dans la société israélienne ont joué un rôle non négligeable dans l'échec du 7 octobre. C'est évident. C'est évident. Mais d'un autre côté, même une fois qu'on a dit ça, si on ne propose rien d'autre, d'accord, pour travailler et faire évoluer et élaborer les différences qui nous départagent les uns les autres, forcément, ça va revenir au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que le choc s'est un petit peu éloigné, une fois que la guerre
on a le sentiment qu'elle est un tout petit peu moins présente parce que on est passé à une phase différente des combats et qu'il s'agit plus de raids et moins d'une guerre totale comme ça a pu être le cas, et que Dieu merci, il n'y a plus tellement de sirènes, en tout cas pas sur le centre du pays. Donc la plupart des zones de population ont un tout petit peu eu le temps d'oublier, d'accord, et vraiment je le dis avec précaution, parce qu'on sait très bien que ça peut revenir d'un instant à l'autre. Alors effectivement, il est plus que naturel que ces différences-là ressurgissent. Et là aussi, encore une fois, je n'encourage pas du tout ce que font les frères d'armes et les caplanistes, et je trouve ça extrémiste et radical et jusqu'au boutiste. Et effectivement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Vous voyez ce que je veux dire? L'année dernière, on n'a abouti à rien, et je vois pas comment on aboutirait à quelque chose. Mais là aussi, je dois dire que je trouve que le gouvernement a largement sa part dans ce qui se passe, c'est-à-dire que Israël est la reine des élections anticipées, et vous savez, Daniel, que je trouve que c'est souvent à tort, d'accord? Mais après un événement comme le 7 octobre, pour le coup, il est plus que justifié, pas d'aller en élection maintenant parce que je trouverais ça dramatique, alors qu'on a quand même encore énormément de soldats au front, mais en tout cas de fixer une date, de dire, OK, vous voyez, je sais pas moi, en janvier 2025, on ira en élection. Ça paraît quand même assez normal après ce qui s'est passé. Or, le gouvernement évite de faire ça. Or, Netanyahou évite de parler de l'après-guerre, que ce soit de sa responsabilité personnelle, de sa responsabilité politique. Même quand il fait il fait pas d'interview en hébreu, mais quand il fait des interviews en anglais et qu'on essaye de lui poser ces questions-là, il ne répond pas. Et tout ça, ça participe d'un certain sentiment. De l'autre côté, encore une fois, ce sont ses ennemis jurés, c'est des gens qui le critiqueront quoi qu'il fasse. On est tout à fait d'accord. Mais il y a quand même une forme d'évitement où le gouvernement et le Premier ministre en tête ne parlent pas, ne proposent pas de vision alternative aux Israéliens, d'accord? Et donc, effectivement, au bout d'un moment, il était presque inévitable que tout ça refasse surface. Alors, on a effectivement parlé du Hamas, de son positionnement actuel, on va dire, de ce sentiment de se renforcer qu'il donne aujourd'hui du fond des tunnels de la bande de Gaza pour y réciter noir. La décision hier votée par la Knesset d'interdire, on va dire, les émissions d'une chaîne qui pourrait encourager, on va dire, ou pourrait en tout cas mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël, et il s'agit en particulier de la chaîne Al Jazeera, c'est une décision que vous pouvez comprendre en temps de guerre, ou alors c'est quelque chose qui, comme le disent les Américains dès ce matin, eh bien, risque de porter atteinte à la liberté d'expression de la presse, etc.? Bon, alors les Américains, pour le coup, je les trouve un peu hypocrites parce qu'ils viennent d'avoir une session, eux-mêmes pensent à un texte qui interdirait TikTok aux États-Unis, un peu pour les mêmes raisons, d'accord, en raison de l'influence du Parti communiste chinois sur la plateforme TikTok, d'accord, ou en demandant soit d'interdire complètement la plateforme, soit qu'elle soit revendue à un tiers américain, d'accord? Donc les Américains eux-mêmes comprennent, et on a parlé de l'interventionnisme russe dans les élections américaines, c'est-à-dire que les Américains ne sont pas du tout étrangers à cette question de propagande étrangère et de comment elle manipule l'information, et on comprend très bien dans cette guerre que l'information et la manipulation sont des outils extrêmement importants et sur lesquels, il faut le dire, l'axe chino-russo-iranien à Hamas fonctionne mieux que l'Occident, en l'occurrence, d'accord? Donc, pour le coup, je suis assez sceptique sur la réponse américaine. Après, sur le fond, cette loi pour faire fermer Al Jazeera, elle ne date pas de la guerre. Le ministre des Communications, Shlomo Kerry, l'avait déjà proposé l'année dernière. Et ça avait mis du temps à se mettre en place, tout en sachant que personne n'a envie de se fâcher avec les Qataris. Encore moins en ce moment, si vous voulez, d'accord? Alors justement, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas, derrière ça un danger? Justement, on parle de la négociation autour de la libération des otages. Est-ce que ça ne risque pas de crisper le Qatar, qui est engagé, on va dire, dans une tentative d'accord? Oui, alors j'imagine que c'est pour ça qu'il s'agit d'un outil diplomatique de pression sur le Qatar. Je ne serais pas du tout étonnée. Ça ressemble beaucoup à Benjamin Netanyahou, est quand même un très grand conservateur devant l'Éternel, on le sait très bien. Il n'aime pas faire des grands changements, et j'imagine tout à fait que la raison pour laquelle il a publié cette annonce en disant j'ai demandé à mon ministre de procéder avec la loi, ça montre bien que ça fait partie du jeu, ou en tout cas des négociations diplomatiques. Après, sur le fond, si vous voulez,
effectivement, Al Jazeera, c'est une chaîne de propagande qui cause du tort, et pas qu'à Israël, dans le monde arabe de manière générale. Et je pense qu'il est plus que temps que l'Occident se penche sur le rôle du Qatar de manière générale, le double rôle du Qatar. Mais au-delà de ça, est-ce que faire fermer les bureaux de Jérusalem, ça va vraiment changer quelque chose? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a plus besoin d'avoir des journalistes sur place pour faire de l'information. Et peut-être que ce sera même encore pire parce qu'ils s'appuieront sur des vidéos, sur des gens issus, des blogueurs issus de Twitter, etc. Donc, en fait, si vous voulez, ils pourront faire exactement la même propagande sans être sur place, donc sans même eux-mêmes tourner les images. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le fond? Non. Donc c'est pour ça que je pense que c'est surtout un outil dans l'arsenal de la guerre diplomatique. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est bien entendu cette loi, ou en tout cas cette crise autour de l'enrôlement des élèves des yeshivot, dont on parle beaucoup. Là aussi, il y a eu une manifestation samedi soir assez inédite dans le quartier de Mea Shearim avec les frères d'armes qui ont manifesté au sein du bastion, on va dire, de l'ultra-orthodoxie en Israël. Est-ce que vous pensez que finalement, on doit aller vers une loi qui dispense les élèves de yeshivot comme le souhaite apparemment Netanyahou pour des raisons politiques, ou alors on doit essayer, par tous les moyens possibles, d'essayer de faire comprendre, sans coercition, aux orthodoxes, la nécessité de s'enrôler dans l'armée israélienne aujourd'hui en temps de guerre, après ce qui s'est passé depuis 6 mois? Oui, votre deuxième option. C'est-à-dire que, si vous voulez, le sujet du non-enrôlement des ultra-orthodoxes, c'est un sujet épineux dans la société israélienne depuis au moins 20 ans. Ça fait depuis le début des années 2000 qu'on essaie de faire passer des nouvelles lois. À partir du moment où il y a une explosion démographique des communautés ultra-orthodoxes, la dispense dont ils bénéficient depuis la création de l'État commence à poser davantage de problèmes. Évidemment, on s'adresse pas, on ne regarde pas le tableau de la même manière quand il s'agit de quelques centaines, quand il s'agit de quelques milliers. D'accord? C'est évident. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un sujet épineux et comme d'habitude, la guerre vient, si vous voulez, précipiter les choses, avec cette espèce de collision du calendrier judiciaire qui est fait que de toute façon, l'arrangement judiciaire qui permettait la continuité de la dispense a expiré. D'accord? Donc, on est dans une situation inédite et je pense que, en tout cas, certains pans de la société ultra-orthodoxe le disent eux-mêmes, qu'ils ont envie de servir davantage, certains le disent, mais qu'effectivement, c'est compliqué d'un point de vue social, sociologique, face aux rabbins, face à toute la structure de la société ultra-orthodoxe. Comment nous, de notre côté, nous, non-Haredim, pouvons les aider, tendre la main sans braquer? C'est toute la question. On parle beaucoup du fait qu'il faut pas le faire sans coercition, etc. Mais si vous voulez, ça fait plus de 20 ans qu'on parle et qu'on discute. Alors, à partir de quel moment on abandonne les discussions? Vous voyez ce que je veux dire? Il est évident qu'il est possible qu'à un moment, ça passe par des sanctions financières et économiques et qu'on pose les choses très simplement dans la société israélienne en disant quiconque veut avoir droit aux allocations, etc., doit remplir ses devoirs. Et ça concerne les communautés ultra-orthodoxes comme les communautés arabes, dont beaucoup aujourd'hui s'enrôlent également. Donc, si vous voulez, on doit aller vers cette direction-là. Comment le faire, c'est toute la question, en sachant que vraiment la guerre met une pression très importante. Les réservistes, certains ont été libérés en janvier-février, sont désormais rappelés. On en demande énormément à ceux qui aujourd'hui font leur devoir de réserve, à un point que ça devient difficile d'entretenir les entreprises, le travail, les familles, etc. C'est vraiment un sacrifice énorme et difficile. Et il est plus que normal, il est plus que juste que davantage de citoyens portent ensemble ce poids et cette obligation et ce devoir et même, je dirais, ce mérite de défendre les frontières d'Israël. Donc, je pense que même si Benjamin Netanyahou arrive à obtenir une formule dont il a le secret, puisque c'est un magicien politique, je pense que de toute façon, ça restera une fracture très importante dans la société israélienne et que, quelle que soit l'issue des futures élections, on peut tout à fait imaginer que les partis d'opposition qui émergeront porteront ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité d'Israéliens qui considèrent que chacun doit faire sa part. Eh bien, merci beaucoup Myriam Shermer d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation, bonne journée, à bientôt, merci. Merci Daniel Boker Tov.